Bonjour à toutes et tous. On retrouve de nouveau cette semaine Caroline. Salut Caroline. Salut Rosanne. Je suis trop contente de partager de nouveau un échange avec toi. Donc la semaine dernière, on a parlé de toi, de ton parcours et cette semaine, on va parler d'inclusivité en entreprise, que ce soit pour les indépendants ou que ce soit aussi pour les dirigeants d'entreprise. Tout le monde est touché finalement. Donc tu vas nous expliquer un petit peu le mode d'emploi. Euh, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, est-ce que Caroline, tu peux te présenter brièvement sur ce que tu fais aujourd'hui, pour qui, dans quelle mesure, et puis le périmètre aussi d'intervention? D'accord. Alors, je m'appelle Caroline, donc je suis chargée RH et mission handicap. Mon rôle s'articule, on va dire, entre deux grandes missions. Tout d'abord, les ressources humaines. Donc, tout ce qui est accompagnement des collaborateurs tout au long de leur vie, de leur parcours professionnel. La veille sur la qualité de vie au travail. Aussi, d'être un peu un relais de proximité, avec les équipes et participer à la mise en place de projets de ressources humaines, pour l'entreprise. Et puis mon plus grand volet qui me tient un peu à cœur sur la mission handicap, c'est sur la sensibilisation, former les équipes, sur les enjeux de l'inclusivité. Aussi accompagner les collaborateurs, qui incluent dans leur équipe une personne en situation de handicap et développer des partenariats qui peuvent exister avec des organismes spécifiques et piloter, la politique handicap au sein de l'entreprise. Ouais, c'est super. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus réglementé. C'est Mmh. important d'accueillir des personnes en situation de handicap dans son entreprise. On a 80% des personnes en situation de handicap dont on parle de handicap Oui. invisible, c'est ça? Donc 20% seulement, un cinquième est visible et on c'est pas écrit sur le front des personnes, quoi. Non. C'est ça qu'il faut bien dire. Aujourd'hui, on entend le mot inclusivité partout. C'est un peu, on va dire un buzzword RSE. Selon toi, Caroline, c'est quoi la différence entre une entreprise qui fait du social washing, un peu comme du greenwashing, mais là du social washing pour, pour paraître, entre guillemets, tournée vers les personnes en situation de handicap et finalement ça reste une façade. Donc c'est quoi la différence entre une entreprise qui fait du social washing et une entreprise qui, réellement fait des efforts pour être inclusive au quotidien? C'est une vaste question et pour moi, il y a une vraie différence qui est très claire. Une entreprise qui fait du social working, c'est surtout, la mise en avant sur les réseaux, sur de la communication. Alors, on a des beaux slogans, des belles campagnes, tout ce que tu veux de sensibilisation, des posts sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et cetera. Mais le quotidien des collaborateurs en est tout autre et c'est une vraie façade qui sert aussi à l'image de l'entreprise et qui reflète pas du tout, mais vraiment pas du tout la réalité. Mmh. Et je dirais qu'une vraie entreprise, inclusive, mais c'est vraiment très concrètement, hem, elle a des processus, de recrutement adaptés, elle forme ses managers, elle aménage ses postes, quand c'est nécessaire, elle suit avec des indicateurs pour mesurer, en fait, les progrès qu'elles font d'année en année ou de mois en mois. Pour moi, l'inclusivité, c'est pas, un post sur Instagram, excuse-moi, mais c'est pas ça. C'est vraiment, un travail de fond, encore moins une opération marketing. Genre, venez, on on n'est pas chez McDo et venez, comme vous êtes. C'est pas une opération marketing. Pour moi, c'est une vraie pratique au quotidien. Ça se traduit dans la culture d'entreprise, et aussi par des expériences qu'ont vécues les salariés, qui sont dans cette entreprise. Hem, voilà. Est-ce que tu penses qu'il faille, du coup, donner de la visibilité? Là, tu parles des posts Facebook, des posts Instagram. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux donner de la visibilité quand même aux actions qui sont entreprises
vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Ou est-ce qu'il vaut mieux l'invisibiliser? Ou alors peut-être le montrer, mais dans une certaine mesure? Pour Parce moi, c'est le montrer dans une certaine mesure, parce que tous les posts, Instagram, Facebook, genre, «Le monde de Barbie est merveilleux». et On LinkedIn aussi, on voit beaucoup de Ouais, ça. Ouais, c'est il y a une part de réalité, mais il faut aussi savoir que c'est aussi, une entreprise a besoin de fonctionner, d'avoir des salariés pour travailler et des fois, la réalité en est vraiment tout autre. il vaut mieux donc moins montrer selon toi Oui. Mais et montrer vraiment des actions qui peuvent, pour moi être vraiment significatifs, des chouettes, projets, des chouettes initiatives plutôt que faire une opération marketing, genre, c'est l'entreprise porte ouverte. ouais. On accueille tout le monde et en fait, quand le salarié en situation de handicap est là, ça va le mener dans 6 à 1 an à un burn-out parce qu'il sera pas à sa place. Ouais, je comprends tout à fait et ça rejoint peut-être aussi le fait de montrer des exemples en entreprise, de la donnée concrète en entreprise, des vrais chiffres, Mmh. plutôt que utiliser la publicité, comme tu dis, les opérations marketing, où il y a pas d'exemple concret forcément, Non. d'entreprise et puis, jouer un peu sur une publicité globale qui reflète pas vraiment ce qui se passe en interne. Et puis après, encore une fois, avec des chiffres, on peut, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, aussi. Et est-ce qu'il y a une donnée peut-être que tu voudrais partager, en Non, mais entreprise sur un c'est vraiment, enfin, après c'est voilà, c'est les réseaux et on sait très bien comment, ça ça contamine et ça gangrène, certaines choses, en fait. plus les réseaux sociaux que les sites web selon toi? Pour moi, les réseaux sociaux, oui. Parce qu'on voit par exemple, sur TikTok, je prends cet exemple-là, mais des personnes en situation de handicap qui, se mettent en scène et je trouve que c'est contre-productif. C'est donner une mauvaise image d'une personne en situation de handicap à des personnes qui ne sont pas sensibilisées. On dit, bah, c'est comme on disait, d'antan, bah, c'est l'idiot du village. On a plus de pitié et de compassion pour lui qu'autre chose, en fait. Mmh. Ouais, je comprends. Et si on parle du marché là actuel, le taux de chômage des personnes en situation de handicap aujourd'hui en France, hein, il avoisine le double de la moyenne nationale. On est autour de 12, malgré le fait que les entreprises soient obligées, d'embaucher 6 Mmh. de leurs OK. effectifs, qui soient en situation de handicap. Qu'est-ce qui, coince aujourd'hui, selon toi? Est-ce que c'est plutôt la peur, la méconnaissance ou est-ce que c'est les coûts? Je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs. D'abord, il y a beaucoup de méconnaissances. Certains employeurs ne savent pas vraiment ce que recouvre le handicap, quels aménagements sont possibles. Ils imaginent des contraintes très lourdes, heu, en fait, qui ne sont pas vraiment la réalité. Ensuite, je pense qu'il y a une part de peur. Peur de ne pas savoir accompagner correctement, peur de la différence, peur de la réaction aussi des autres et des équipes. Et je pense que cette appréhension-là, freine des fois le passage un peu à l'acte. Même si on va dire qu'une entreprise se dit: «Bah, demain, j'embauche un manutentionnaire qui est en situation de handicap», je pense que tu as cette peur qui est là, Mmh. qui est vraiment là. Et je dirais aussi, une question sur les coûts, je pense qu'elle est souvent surestimée. Parce que les aménagements, des fois, ne sont pas forcément coûteux. D'acheter un bureau qui se soulève, il y a aussi des aides, qui existent, des dispositifs d'accompagnement, qui sont aussi là et je pense que le vrai coût, c'est aussi l'exclusion. Parce que se priver d'un talent ou d'une compétence certaine, et de la diversité dans une équipe, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Hem, je pense que c'est aussi un manque de culture française. Heu et aussi peut-être un manque de confiance. Quand tout à l'heure je te parlais de l'idiot du village, j'ai eu une expérience quand j'étais alternante, sur,
je venais juste de commencer mon stage et j'avais une personne en situation de handicap qui justement allait passer un entretien. Elle se trouvait, en fauteuil roulant et l on attendait tous, l'ascenseur puisque je devais retrouver mon maître de stage à l'étage et une personne, du groupe, n'a pas voulu monter avec nous alors qu'il y avait largement la place et oui, je vois son Ouais, ma stupéfaction direction de me dire: «Quoi?» et Et comment ça se fait? Parce que oui, tu penses que, ah bah, c'est pas c'est que je pense, c'est qu'en fait, j'ai retrouvé ce monsieur, quelques semaines plus tard et je ne me suis pas empêchée, de lui poser la question et en fait, il m'a dit d'un ton sérieux: «Et heureusement que tu es assise, ben le handicap, ça s'attrape comme la grippe». ah oui, d'accord. Il y a encore des gens qui pensent ça en 2025, quoi. OK. On s'en rend pas compte. Ouais. Oui, oui. Et hem et ça, en plus, c'était dans la région rennaise. Est-ce que Mmh. tu vois une différence quand même j'allais dire bienveillance, bon, c'est un mot qui est un peu galvaudé, en tout cas d'empathie et de compréhension, hem, Je j'en ici, autour de Oui, Lannion, oui, plus qu'autour de Rennes? oui. Parce que, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu parles de fauteuil roulant et on a souvent, on le disait tout à l'heure un petit peu avant dans l'épisode, on a souvent le, la fausse croyance de se dire que, bah, tiens, une personne qui est en situation de handicap, ça se voit, tout de suite, alors que, on a cette image du fauteuil roulant tout de suite en tête, alors que pas du tout. On le disait, on a 80 des personnes en situation de handicap où on parle de handicap invisible, en fait. Toi, en tant que, chargée de mission RH, comment tu abordes justement ce sujet? Tu nous parlais aussi précédemment des entretiens que tu as pu mener, notamment la semaine dernière, dans l'épisode, précédent. Hem, Comment on fait pour, aborder le sujet qui peut être délicat, même si en fait en soi, ben, non, ça ne l'est pas, Non. et comment est-ce qu'on libère la parole là-dessus? Alors, associer souvent le handicap, c'est souvent associé à une image visible, quelque chose de palpable, Mmh, comme un fauteuil roulant. La grande, majorité des handicaps sont des handicaps invisibles, ouais. des maladies chroniques, des troubles sensoriels, des difficultés psychiques, et ça devient vraiment un sujet délicat parce que, on a toujours un peu peur, d'interroger un collaborateur sur, bah, sa santé, comment il est. La réalité, c'est, toujours la phrase bateau, qu'on dit en entreprise: «Bah, bonjour, ça va?» Ouais. Mais on dit jamais vraiment ce qu'on pense, on dit: «Bah, oui, ça va». Alors que des fois, bah, non, ça va pas parce que, bah, on a mal aux genoux, on a mal au dos, voilà, on a perdu son chat aussi, c'est des choses de la vie, qui nous forgent aussi et et voilà, c'était un exemple, une petite parenthèse. Oui, oui. C'est aussi pour moi, il faudrait créer un vrai climat de confiance, confiance dans le fait que l'entreprise saura accueillir sans jugement, en disant que, il saura concrètement, savoir f agir au bon moment. Et pour moi, il y a plusieurs leviers auxquels on peut travailler dessus. Sensibiliser régulièrement des collaborateurs, une entreprise. Il faut pas attendre la semaine, pour l'emploi, des travailleurs handicapés qui Ça a lieu quand dans l'année? ça a lieu tous les ans, ça a lieu tous les ans et c'est, une semaine où on met entre guillemets «à l'honneur», ben, les travailleurs handicapés. Après, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que, heu, on n'attend pas une semaine particulière dans l'année pour dire qu'on est en situation de handicap ou, faire découvrir à ses collaborateurs, son handicap. Je pense qu'il y a d'autres moments où on peut libérer la parole. Et qu'est-ce que tu préconises toi, peut-être en entreprise? Un rendez-vous tous les trimestres pour en parler lors d'une réunion, autour d'un atelier, d'une demi-journée? Enfin, Après, c'est est-ce vraiment que de laisser la personne en situation de handicap, déjà, avoir la proposer main, sur ça et puis, aller à son rythme. Parce qu'il y a des fois des choix d'expérience que j'ai vus, sur, bah, par exemple, un midi, une personne, avait fait un parcours, aveugle. Il était malvoyant et m'avait demandé s'il pouvait pas privatiser une partie du parking pour faire un petit jeu avec ses collaborateurs.
Ah ouais, et j'ai c'est trouvé super. ça, chouette. Ouais, c'est super. C'est super et puis c'est hyper parlant Mmh, et puis lui, il est acteur aussi, surtout du changement donc oui ça et fait après sens. aussi c'est un peu de mettre, en lumière, un peu, bah, des témoignages, heu montrer aussi des collaborateurs qui ont accepté que, bah, leur voisin, d'à côté de la table ou d'en face la table, soit, bah, soit en situation de handicap. Je trouve que ça permet aussi de libérer la parole, et encore une fois, hem, excuse-moi d'insister, mais c'est pas, forcément montré sur les réseaux. C'est, quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, pour l'entreprise et pour moi, c'est aussi à inclure dans la culture d'entreprise. Ouais. De toute façon, c'est des choses qui, à mon avis, se décèlent aussi. Oui, Si on fait sans cesse du social, washing, à un moment donné, il y a des signaux, oui, il y a des signaux, il y a, des grands taux de, ce qu'on appelle le turnover, les gens ne restent pas dans l'entreprise. mmh Enfin, il y a des d'autres signaux en interne qui font que bon, on se rend compte que tout n'est pas tout rose, et je voulais aussi moi ajouter, aussi c'est, à tous ces leviers, moi je dirais encore 2 choses. Former les managers, parce que c'est important et aussi, garantir la confidentialité. Que, derrière une pièce ou derrière le bureau du responsable, bah, ce qui est dit, il reste ah oui, et que, parce que, ça parle beaucoup en entreprise et que, bah, voilà, que ça reste confidentiel. d'accord. Donc, j'allais te demander, parce qu'en fait, c'est vraiment ça aussi la question, c'est quel est l'équilibre à adopter? Est-ce que je libère complètement la parole justement sur la situation de handicap? Qu'est-ce que ça engendre et cetera? Et à la fois, si tu libères pas la parole, et que tu veux garder tout confidentiel, c'est là où justement la balance elle est Mmh, compliquée. Donc toi, tu préconises quand même de libérer la parole en oui, entreprise, mais quand tu parles de confidentialité, c'est pas vis-à-vis du handicap en lui-même, non. c'est plutôt dans les échanges au quotidien Les avec, échanges au quotidien, c'est, ouvrir des espaces, sécurisés ouais. pour que les personnes puissent s'exprimer à cet endroit-là, sur des besoins spécifiques, sur des choses qu'ils ont vécues, mais que ça reste entre guillemets «sécurisé» à cet endroit-là. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent le statut de TIH, donc travailleur indépendant handicapé. Est-ce que toi, Caroline, tu constates que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu devenu comme une voie de secours pour ceux qui trouveraient pas forcément, leur place aujourd'hui, en entreprise dans le salariat? Je crois que c'est un peu des 2. Pour certains entrepreneurs, c'est, une véritable voie de secours, parce qu'ils ont rencontré beaucoup trop de freins dans le salariat classique, que ça soit autour des discriminations, des difficultés d'intégration, d'adaptation ou de flexibilité. Le statut de TIH, permet aussi de contourner, on va dire, certains obstacles, de créer un cadre un peu adapté, à son travail qui leur correspondrait mieux. Mais pour d'autres, c'est une vraie voie d'émancipation. Heu Ça permet d'offrir une véritable voie de liberté d'organisation, de possibilité aussi de valoriser différemment leurs compétences, d'entreprendre et d'avoir un peu le contrôle sur son parcours professionnel. Ouais. Heu, D'adapter encore mieux leur rythme aussi oui peut-être? Mmh. et aussi, ce choix est souvent motivé par l'envie de montrer que le handicap, n'empêche pas de réussir. Mmh. Et que ça peut être vraiment une vraie force d'innovation, de création et une vraie pépite. Hem, pour moi, ça peut aussi être, aussi un peu répondre aux limites de l'entrepreneuriat français, heu et aussi avoir une aspiration un peu d'autonomie. De dire: «Bah, je fais ce que je veux quand je le veux ou quand ma santé le permet». Ouais, c'est ça. C'est mieux écouter son corps et son esprit aussi. C'est rigolo, il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est que tu parles beaucoup d'entrepreneuriat français. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres cultures ou d'autres pays qui sont plus, axés justement vers l'intégration des personnes en situation de handicap? Oui, Ah ouais, d'accord, la tous les pays nordiques. Alors que ça soit pour les enfants, mais aussi pour les personnes, en situation de handicap. d'accord.
Depuis la loi Avenir professionnel, il y a l'obligation d'avoir un référent handicap dans les grandes structures. Pour les TPE, PME ou même pour les coworkers qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner les obligations légales actuelles ou en tout cas les bonnes pratiques juridiques à connaître? Alors, un point un peu juridique. Donc concrètement, donc l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap ne s'applique aux entreprises de plus de 20 salariés, Mmh, avec cette fameux seuil de 6. Au-dessus, il n'y a pas de quota qui est imposé, mais toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent forcément respecter, le principe de non-discrimination et mettre en place des aménagements raisonnables, responsables pour un salarié en situation de handicap. d'accord, Pour les grandes structures, la loi d'un référent handicap s'est imposée. Pour les PME, TPE, ce n'est pas une obligation, mais une bonne pratique d'accord. à avoir. De désigner un interlocuteur identifié dans l'entreprise, même à temps partiel, hein. Ça peut être, quelqu'un, Qui qui est vient qui ponctuellement? vient ponctuellement ou qui est dans l'entreprise, mais qui exerce cette, tâche vraiment ponctuelle. Ce qui permet aussi de sécuriser les démarches et de rassurer les collaborateurs, d'avoir une personne aussi identifiée. Et même pour toi, je suis en train de me dire, est-ce que, ça pourrait pas être un rôle aussi Ah mmh, au sein des entreprises, ouais, c d'accord. Bah, c'est mmh, hyper bon à savoir mmh, aussi que tu peux être référente oui handicap parce que, parce qu'il y a quand même des formalités aussi et et bah, des j'y viens, documents à mettre à jour. tu me devances. Allez, vas-y, J'y viens. excite-nous. Et puis après il y a des leviers un peu plus concrets, donc s'appuyer sur des aides financières. De la GFIP, pour financer des aménagements de poste, sensibiliser les équipes régulièrement d'une manière informelle. On va pas dire, on fait, 1 semaine de séminaire sur la situation de handicap. Là, je pense que ça va gaver tout le monde. Ça va ouais, plomber, l'ambiance. Et je dirais aussi mettre aussi en lumière la collaboration avec les ESAT ou les entreprises adaptées qui permettent de contribuer indirectement à l'obligation, d'emploi. Même une petite entreprise peut agir. Il s'agit pas seulement de respecter la loi, mais aussi de créer un cadre inclusif et sécurisé. Souvent les petites entreprises ont un peu plus de souplesse pour s'adapter rapidement à une organisation Ouais, que, ouais, bien sûr. que quand, c'est des grosses entreprises où tu es obligé un peu de déplacer le mammouth pour, Ah bah là, vraiment, il faut être prêt à affronter la montagne, quoi. ah oui, Et faut vouloir. tu vois, en tant que donc moi, je m'occupe de l'animation des réseaux sociaux pour le BHZ Coworking et à côté de ces missions-là, je suis aussi formatrice, aux réseaux sociaux justement. On en parlait brièvement tout à l'heure et hem et en fait, au sein de mon organisme de formation, donc Grosse Communication, je dois avoir un référent handicap et donc bon, évidemment, je me suis mis, dans l'organigramme de mon organisme de formation un petit peu partout, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, mais j'occupe toutes les missions aujourd'hui et référent handicap, c'est un c'est un métier, en tout cas, c'est des missions, qui sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation, en tout cas et j'imagine du coup dans toutes les entreprises, dont tu parlais tout à l'heure avec un minimum de salariés de Plus de 20. c'est plus de 20, tu nous disais? Eh bien, il y a des documents à tenir à jour, il faut des éléments annuels pour prouver justement que, ben, en entreprise, on fait les efforts qu'il faut pour Et puis, l'intégration de l'ensemble des salariés et finalement, on le fait pour les personnes en situation de handicap, mais on voit que c'est positif pour l'ensemble de l'entreprise, quoi. oui. Si un chef d'entreprise nous écoute et il veut agir dès demain matin, allez, avec toutes les énergies positives que tu nous partages autour de ce sujet-là, on a envie d'agir. S'il a pas forcément un gros budget, c'est quoi la première action concrète et puis simple à mettre en place pour être plus inclusif qu'il peut entreprendre justement? Mais, je dirais quelque chose qui coûte rien. Libérer la parole. Concrètement, ça peut être de passer du temps, avec, son équipe pour avoir un temps d'échange, une réunion, même un petit message en interne pour rappeler que l'entreprise est ouverte à des besoins spécifiques et est prêt à accompagner chacun, dans sa diversité. C'est pas une question de budget ou même une question de posture, de se montrer à l'écoute. Heu et aussi de respecter la confidentialité.
On peut aussi trouver, des solutions ensemble pour le mieux-être et le travailler ensemble. Ouais. Hem et aussi ça peut être des actions, très accessibles, diffuser un message, sur la sensibilisation, la diversité au handicap, désigner d'un interlocuteur référent. Hem, voilà, après, on peut aussi dire à une personne: «Ben, ici, vous pouvez parler». On peut trouver aussi des solutions ensemble, heu et je trouve que ça, bah, c'est simple, c'est gratuit et puis, c'est honnête. Ouais, c'est clair. Et à l'échelle aussi de chacun des entrepreneurs peut-être, Mmh, tu vois? Si je peux donner un exemple, moi qui est issue du milieu de la communication, mais l'inclusivité, ça passe aussi par un site web qui respecte, des, les bons signaux de contraste, par exemple, pour, que les personnes en situation de handicap visuel puissent, accéder au site web plus facilement. Ça passe par, simplement aussi l'accessibilité de lisibilité, en fait, de rendre les textes, ben, lisibles, mmh, de la même façon que, bah, toujours là, je parle toujours du handicap visuel, mais si d'année en année, on voit un petit peu moins bien. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, principalement, on consulte nos contenus sur, mmh, le téléphone. Bah, c'est pas, d'écrire avec une police qui soit, toute petite. Donc c'est des gestes comme ça aussi qui, bah, déjà favorisent, l'inclusivité mmh. et une communication plus cohérente autour de son activité et ensuite en entreprise, favoriser les échanges et promouvoir la confidentialité dont tu nous parles. Je vais y arriver. Nous, ici, on est au BHZ. C'est un lieu idéal pour, les pros qui travaillent, autour du Trégor et qui veulent dissocier le lieu personnel de, la vie, professionnelle. En quoi le coworking, ça peut être un atout pour l'intégration des professionnels qui sont en situation de handicap par rapport à un bureau, classique? Je me permets juste de, mentionner que justement, Patrick, qui est propriétaire et dirigeant des locaux ici, du BHZ Coworking, il a fait en sorte de rendre les locaux, PMR friendly, justement pour accueillir facilement des fauteuils roulants. Donc voilà. Est-ce que, toi tu pourrais, Caroline, nous dire en quoi le coworking c'est un atout? Alors, moi, je pense que ça présente plusieurs avantages. Tout d'abord, la flexibilité. Les espaces de coworking permettent d'adapter, à ton rythme de travail et ton organisation et ça, je trouve ça très précieux. Hem, Aussi, ça peut être précieux pour les personnes qui, ont un handicap, et qui ont besoin, d'horaires aménagés, de conditions de travail particulières. Ça peut être aussi un avantage. Ensuite, ben, la convivialité et le mix, on va dire, des professionnels et des profils. Ouais, la diversité La des profils. diversité, le coworking favorise les rencontres, bah, les échanges, là aussi la création du réseau professionnel. Il y a aussi l'aspect accessible, d'être dans un espace pensé, dès le départ pour accueillir un public avec des aménagements adaptés. Éviter que les professionnels en situation de handicap aient à revendiquer leur handicap, pour avoir, des aménagements et des ajustements. Et puis, le coworking permet de dissocier effectivement sa vie professionnelle de sa vie, personnelle, sans contrainte d'un bureau classique. Hem, c'est aussi trouver un peu cette manière, de travailler dans un cadre stimulant, inclusif et sans se sentir un peu à part de la société. Je pense que c'est un levier un peu naturel, d'inclusivité. Hem, Ça permet vraiment d'une diversité au quotidien. C'est ça, c'est même sans tout formaliser, Mmh, entre guillemets, par nature, en fait, le lieu est inclusif. mmh. Mmh, OK, hyper intéressant. Et dans tes missions quotidiennes, c'est quoi l'idée reçue sur le handicap ou même l'inclusivité qui, toi, t'agace le plus et que t'aimerais déconstruire une bonne fois pour toutes? Ah Rosine, tu veux que je commence mal la Allez! journée? Justement, décharge tout ce que tu as besoin de décharger et comme ça, hop, après, on oublie. Alors l'idée qui me vient le plus et qui m'agace vraiment, c'est celle handicap
et incapacité. Ouais. On réduit souvent le handicap à une limitation et à une limitation de quelque chose qui en réalité, c'est juste une adaptation. Ce n'est pas une personne incapable qu'on a devant nous, c'est juste un environnement qui est peut-être pas adapté ou pas suffisamment pensé pour accueillir des diversités. Un autre cliché qui est très répandu, c'est de croire que le handicap est forcément visible. Or près de 80 des Mais oui, handicaps est invisible. on en parlait tout à l'heure, mais bien sûr. Hem et j'aimerais aussi déconstruire une bonne fois pour toutes une bonne vieille grosse, idée reçue, heu, c'est que, d'être inclusif, c'est pas forcément de faire un effort pour compenser ses faiblesses. C'est aussi de créer un cadre où chacun peut exprimer, ben, ses talents. Mmh. Quand on change de regard, on passe d'une personne en situation de handicap ou alors d'un handicap perçu à, bah, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter, moi, vraiment, dans mon quotidien? Avec cette diversité, avec une innovation, mais aussi avec peut-être aussi une résilience. Alors peut-être que le handicap, des fois, vient parler, vient aussi, un peu se contraster à certaines, personnes qui ont, bah, des personnes en situation de handicap dans leur entourage, à qui, ben, c'est douloureux, des fois, d'en parler ou douloureux de vivre, parce que, tu peux avoir des parents qui, sont, parents d'un enfant, par exemple, polytraumatisé ou polyhandicapé et qui se disent: «Ah bah non, pas un handicapé de plus». Mais et des fois, j'ai envie de leur répondre: «Mais votre enfant, il est bien handicapé». Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Ouais, C'est, d'arrêter de penser que le handicap, c'est forcément, quelque chose de négatif ouais, c'est ça. et que, il y a des chouettes personnes, vraiment. Des chouettes gens, qui, ont des talents fous et avec un rayon de confiance, un brin d'accompagnement, d'une main tendue. On dit bien, «Il faut tendre la main à son prochain» et ben, voilà, mon coup de gueule se termine en quelque chose de positif. Vraiment, il faut tendre la main à son prochain parce qu'on sait pas vraiment sur qui on est et derrière une porte fermée ou derrière un visage et ben, il y a peut-être aussi des blessures et un handicap. Ouais, bien sûr. Et puis comme tu dis, en fait, la bonne personne au bon endroit, ça fait des choses, extraordinaires. Oui. Et si tu avais une baguette magique après ce coup de gueule, Caroline, Train. détendons-nous. Est-ce que, avec ta baguette magique, tu pourrais changer une loi ou une seule mentalité en France qui concerne le travail et le handicap d'ici 2030, ce serait laquelle? Qu'est-ce que tu aimerais changer comme loi ou une mentalité? Si j'avais une baguette magique, je crois que je toucherais pas forcément à la loi, mais plutôt à une mentalité. Celle qui associe encore trop souvent le handicap à une faiblesse ou à une contrainte. J'aimerais qu'on change de regard et qu'on considère le handicap comme une force, une diversité et un parcours de compétences, pas comme un obstacle. Mmh. Sur le plan légal, si je devais choisir ce que je devrais en forcer, je dirais plutôt le droit à l'aménagement des postes automatiques et simplifiés. Sans lourdeur administrative qui puisse exister aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, sont freinées dans ces démarches parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire Ouais. et en 2030, j'aimerais aussi que ça soit plus simple de demander un ordinateur ou une chaise ergonomique. Une évidence, pas une bataille, qu'on passe des mois sur, ou même des fois le réveillon de Noël, des fois, dessus pour, avoir une pauvre chaise ou un ordinateur. Ma baguette magique, servirait, pardon, à transformer le handicap en un levier reconnu d'innovation et de richesse humaine, plutôt qu'un sujet de contrainte. Et une vraie inclusivité n'est pas une case à cocher, mais c'est simplement changer son regard. Mmh. Et je crois qu'on peut terminer aussi cet épisode par une bonne nouvelle, justement au regard, réglementaire dont on parlait juste avant. C'est que, ça y est, les fauteuils roulants, ils sont remboursés maintenant à 100. Donc Oui, on va quand même vers, une inclusivité globale de toutes les situations de handicap et puis on retient ton beau message, qui est de
Ouais, d'arrêter de penser au, handicap égale situation négative, ou freinante. En fait, pas du tout. Il y a des talents qui méritent qu'à être, éclos, en fait et si on veut faire appel à toi, Caroline, on le disait la semaine dernière, on a une adresse mail à contacter. Est-ce que tu peux nous la rappeler? Alors, c'est Caroline Touvenot, tout attaché, THOUVENOT @outlook.com. C'est super. Et Rosane, si moi je peux avoir le petit mot de la fin? Oui, bien sûr! Déjà, je voulais vous remercier, et te remercier toi particulièrement d'avoir pris ce temps pour échanger. L'intérêt aussi que tu portes à des sujets un peu, on va dire, pas classiques, sur l'inclusivité et parce que pour moi, l'inclusivité, c'est pas forcément une obligation légale, mais aussi une démarche humaine, collective, qui enrichit, nos entreprises, mais aussi nos vies personnelles. Je tenais aussi à remercier le BHV pour son accueil, pour offrir un lieu de travail accessible, inspirant à toute personne, ainsi que toutes les personnes qui contribuent chaque jour à faire avancer les causes pour le handicap et l'inclusivité. Et surtout, merci de m'avoir écoutée, d'avoir pris un peu le temps de partager, de partager ensemble un petit bout et Ouais, puis, faisons évoluer les mentalités d'ici 2030 mais et carrément. faisons appel à la fée du BHV. Oui, merci mille fois Caroline pour ton témoignage et puis c'est pour ça que, Patrick a créé justement cette chaîne aussi. C'est, pour, j'aime bien parce que tu as dit un sujet pas classique. Tu as pas dit un sujet marginal. Non, Parce qu'en fait, il est pas classique, mais en même temps, il devrait l'être. Et ouais, c'est vraiment pour ça que Patrick a voulu aussi, lancer ses interviews, ses échanges. C'est pour, déjà vous, en tant qu'expert aussi, partager, vos conseils, vos points de vue, vos perspectives. Et puis c'est toujours des échanges hyper profonds, hyper, détaillés qu'on adore organiser. Donc merci à toi, non, mais Caroline. merci Merci, merci pour ton temps et puis, on se dit à très vite. et à très vite. Bonne journée à tout le Bonne monde. journée.